Que feriez-vous si vous alliez à l'hôpital pour une opération et que vous rentriez chez vous miraculeusement enceinte, sans aucun souvenir de ce qui a pu se passer? Voici l'histoire du scandale de grossesse qui a ébranlé la structure même du prestigieux hôpital Rosewood. Laissez-moi vous raconter comment cette histoire déchirante a commencé. Au cœur de la ville se trouvait le prestigieux hôpital Rosewood, un établissement connu pour son excellence médicale et ses réalisations. Rosewood était le seul hôpital du pays à n'avoir jamais enregistré de décès en 15 ans d'existence. Pour les gens, Rosewood n'était pas seulement un hôpital. C'était un endroit où les miracles semblaient se produire. La réputation de l'hôpital avait attiré des patients de partout, et son personnel était considéré comme l'un des meilleurs professionnels de la santé du pays. Parmi ses nombreux médecins se trouvait le Dr Kalu, un homme connu non seulement pour ses compétences, mais aussi pour sa réputation d'homme à femme. Son charme était indéniable et beaucoup pouvaient témoigner de son style de vie séducteur. Il était apprécié, mais beaucoup s'inquiétaient de son comportement envers les femmes. Cependant, quelque chose de bien plus sinistre que le simple flirt était sur le point de secouer les fondations même de l'hôpital. Au cours de l'année, plusieurs patientes rapportèrent des événements étranges à la direction de l'hôpital. Des femmes qui étaient venues à l'hôpital pour des traitements mineurs ou des opérations chirurgicales revinrent en disant qu'elles étaient enceintes. Nous n'étions pas enceintes avant de venir à l'hôpital. Comment pouvons-nous être enceintes maintenant, après avoir passé des jours dans votre hôpital, demandèrent-elles à la direction, qui ne put expliquer comment cela se produisait. Parmi les femmes concernées se trouvait Madame Amara Okoye, l'épouse du général Okoye, un officier de haut rang de l'armée nigériane. Amara était venue à Rosewood pour une opération de routine. Elle sortit de l'hôpital après son opération et commença à ressentir un sentiment étrange qui la troubla. Elle rendit visite à son médecin personnel, qui lui annonça la nouvelle choquante. Elle était enceinte. Amara n'en croyait pas ses oreilles. « C'est impossible », dit-elle au médecin, qui effectua un deuxième test qui lui confirma qu'elle était vraiment enceinte. Abasourdie et confuse, Amara insista sur le fait qu'il était impossible qu'elle soit enceinte. Son mari, le général Okoye, était stérile depuis des années. Un secret connu seulement d'eux deux. Quand elle lui parla de sa grossesse, le général entra dans une rage folle. Il l'accusa d'avoir une liaison, sa fureur ne connaissant aucune limite. Il sortit en trombe de leur maison, la laissant en pleurs. Amara ne comprenait pas comment cela avait pu arriver. Elle ne savait pas que sa situation n'était pas unique. Bientôt, des nouvelles d'autres femmes, qui étaient toutes d'anciennes patientes de l'hôpital Rosewood, commencèrent à émerger, révélant comment elles étaient miraculeusement tombées enceintes à Rosewood. Alors que de plus en plus de femmes se manifestaient avec des histoires similaires, l'hôpital se retrouva sous une surveillance intense. Le nom du Dr Kalu revenait sans cesse dans les conversations. Il avait été le médecin traitant de plusieurs des femmes concernées, et sa réputation de flirteur avec les femmes ne faisait qu'attiser le feu des soupçons. Le Dr Kalu avait toujours été une figure fascinante à l'hôpital, connu pour son charme et sa beauté. Il avait la réputation de flirter avec les infirmières, et les rumeurs sur sa promiscuité n'étaient pas nouvelles à l'hôpital, mais elles avaient toujours été rejetées comme des ragots inoffensifs. Cependant, à mesure que les grossesses étranges se multipliaient, les soupçons se tournèrent naturellement vers le Dr Kalu. Il avait accès à toutes les patientes, et avec sa réputation, il n'était pas difficile de relier les points. Plusieurs infirmières se souvenaient de ses avances, certaines en riaient, tandis que d'autres se sentaient mal à l'aise avec son attention. Mais sans preuves solides, personne n'avait jamais déposé de plainte officielle contre lui. Maintenant, alors que l'enquête s'approfondissait, le nom du Dr Kalu ne cessait de refaire surface, et il ne fallut pas longtemps avant que l'administration ne commence à se concentrer sur lui. L'administration de l'hôpital a rapidement lancé une enquête interne, mais la réputation du Dr Kalu avait déjà commencé à être ternie. Les infirmières qui avaient jusque-là gardé le silence sur le Dr Kalu ont commencé à raconter leur histoire. Il semblait toujours avoir une façon de s'approcher trop près d'elle, a déclaré une infirmière. Il faisait des blagues, mais parfois elles n'avaient pas l'air d'être des blagues. Une autre infirmière a mentionné qu'il avait une fois essayé de la toucher et de l'embrasser, alors qu'ils étaient en service.
au fur et à mesure que de plus en plus d'infirmières se manifestaient, les accusations contre lui devenaient plus accablantes. Le général Okoye n'était pas homme à laisser les choses aller. Il avait servi son pays avec honneur, construisant une carrière qui imposait le respect. L'idée que sa femme ait été violée d'une manière ou d'une autre sous son nez le remplissait de rage. Et alors que de plus en plus de rapports sur les grossesses des autres femmes faisaient surface, le général a juré d'aller au fond des choses. Il a utilisé son influence pour faire pression sur le conseil d'administration de l'hôpital, insistant sur le fait que quelqu'un devait payer pour la honte infligée à sa famille. Le nom du Dr Kalu parvint à ses oreilles, et le général eut bientôt son principal suspect. La réputation de flirteur du Dr Kalu et sa proximité avec les patientes en faisaient une cible facile. Le général se lança dans une croisade personnelle pour ruiner l'homme qu'il croyait lui avoir fait du tort. Le général Okoye était un homme qui possédait un pouvoir considérable, et lorsque la nouvelle de la grossesse de sa femme se répandit, sa colère se transforma en un désir ardent de vengeance. Utilisant son influence, le général orchestra une campagne de diffamation contre le Dr Kalu. Les médias eurent vent du scandale et bientôt, le visage du Dr Kalu fut placardé sur les journaux et les écrans de télévision. Les gros titres étaient accablants. Médecin ou prédateur. L'homme derrière le scandale du viol de Rosewood. Le Dr Kalu sentit la tension monter autour de lui. Les infirmières évitaient le contact visuel et les patients demandaient à être soignés par d'autres médecins. Les rumeurs qui circulaient dans l'hôpital devinrent impossibles à ignorer. Il n'avait jamais imaginé que ces flirs inoffensifs puissent conduire à des accusations aussi graves. « Je n'ai rien fait de tout ça », a-t-il dit à tous ceux qui voulaient l'écouter, mais ses protestations sont tombées dans l'oreille d'un sourd. La direction de l'hôpital l'a convoqué pour l'interroger. Ils l'ont interrogé sur son comportement, le temps qu'il passait avec les patients et les relations qu'il entretenait avec le personnel. Chaque fois qu'il avait flirté ou fait un commentaire en passant, cela semblait désormais suspect. Le Dr Kalu s'est retrouvé coincé, mais il a continué à nier toute implication dans les grossesses. « C'est absurde », a-t-il marmonné en quittant la salle de conférence, mais au fond de lui, il savait que la situation était en train d'échapper à tout contrôle. Au milieu du chaos, l'une des infirmières, Tola, est venue faire une confession. Elle a admis que le Dr Kalu lui avait fait des avances à plusieurs reprises. Il était toujours très direct, a-t-elle dit, la voix tremblante. Il faisait des commentaires inappropriés et essayait de trop se rapprocher. Son aveu a provoqué une onde de choc dans tout l'hôpital. La déclaration de Tola semblait confirmer ce que tout le monde craignait. La direction a suspendu le Dr Kalu dans l'attente d'une enquête plus approfondie et il a été mis en congé. Ses collègues prirent leur distance avec lui et les médias eurent rapidement vent de l'affaire. Les gros titres le dépeignèrent comme un prédateur. Un médecin aux mœurs légères accusé d'un scandale de grossesse à l'hôpital. Les preuves contre lui étaient circonstancielles, mais aux yeux de l'opinion publique, il était déjà coupable. Le général Okoye n'a pas perdu de temps pour utiliser son pouvoir pour ruiner le Dr Kalu. Il a publiquement exigé justice, apparaissant dans des interviews télévisées où il a décrit la profonde trahison que sa famille avait endurée. L'influence du général a fait de la vie du Dr Kalu un véritable cauchemar. Des journalistes campèrent devant sa maison et sa famille coupa les ponts avec lui pour éviter la honte. La colère du général l'aveugla. Il ne se souciait pas des plaidoyers d'innocence du Dr Kalu. Dans son esprit, le médecin était responsable et rien ne pouvait le convaincre du contraire. Le général Okoye a même tiré les ficelles pour que la licence médicale du Dr Kalu soit révoquée, le laissant sans emploi et ostracisé. Il n'y avait aucun coin de la ville où le Dr Kalu pouvait échapper à la colère grandissante. Alors que son monde s'effondrait, il s'adressa à quiconque était prêt à écouter sa version des faits. Il engagea un avocat et déclara publiquement son innocence, mais le mal était déjà fait. Son visage était placardé partout dans les médias, et même si aucune preuve solide n'avait été trouvée, le public avait pris sa décision. Le Dr Kalu avait du mal à comprendre comment tout avait pu si mal tourner. Il savait qu'il avait flirté, mais il était certain de n'avoir rien fait de trop grave. Pourtant, le doute commençait à s'installer. Est-ce qu'il s'était passé quelque chose dont il n'était pas au courant? Ses souvenirs étaient-ils obscurcis par des années de comportement imprudent?
Malgré les encouragements de son avocat, le Dr Kalu commença à perdre espoir. Les murs se refermaient sur lui. En coulisses, tout le monde n'était pas convaincu de la culpabilité du Dr Kalu. Un petit groupe d'infirmières, mené par l'infirmière Amina, commença à poser des questions. Elle travaillait à ses côtés depuis des années, et tout en reconnaissant son côté séducteur, elle ne le croyait pas capable d'une chose aussi horrible. « Cela n'a aucun sens », dit Amina à ses collègues un soir. « Il se passe autre chose ici. » Plus elles enquêtaient, plus elles découvraient d'incohérences. Certaines des patientes concernées n'avaient même jamais été en contact avec le Dr Kalu pendant leur séjour. Pourtant, leur grossesse était toute liée à la même période. Les infirmières décidèrent de creuser plus profondément, déterminées à découvrir la vérité. Ce qu'elles découvrirent les mènerait sur un chemin sombre et inattendu. En fouillant dans les dossiers de l'hôpital, les infirmières découvrirent quelque chose d'alarmant. Plusieurs dossiers de patients manquaient. Les dossiers des femmes mystérieusement tombées enceintes avaient été modifiés ou entièrement effacés. Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un avait fait de grands efforts pour effacer leurs traces. Mais qui? L'infirmière Amina devint de plus en plus méfiante. Elle signala les dossiers manquants à l'administration de l'hôpital, mais ils étaient trop concentrés sur le cas du Dr Kalu pour y prêter attention. « Nous avons déjà notre suspect », lui dirent-ils d'un ton dédaigneux. Frustrée mais déterminée, Amina et son groupe continuèrent leur enquête officieuse, déterminés à découvrir qui se cachait derrière les dossiers manquants. De retour chez lui, le général Okoye commençait à avoir des doutes. Sa femme, Amara, était devenue distante et renfermée, incapable de lui pardonner d'avoir douté de sa fidélité. Bien qu'il se soit jeté à corps perdu dans la destruction du Dr Kalu, une petite voix au fond de son esprit ne cessait de lui demander « Et si j'avais tort ?» Le général n'était pas un homme habitué à se remettre en question, mais quelque chose dans la situation ne lui semblait pas normal. Amara, elle aussi, était en proie à des doutes. Elle n'avait pas beaucoup vu le Dr Kalu pendant son séjour à l'hôpital, et le moment des grossesses semblait trop bizarre pour être une coïncidence. Elle voulait croire à la théorie de son mari, mais au fond d'elle-même, elle ne pouvait s'empêcher de penser que quelque chose de bien plus sombre se tramait. L'enquête officieuse des infirmières a pris une tournure sombre, lorsque l'une d'entre elles, l'infirmière Chika, a découvert que de nombreux dossiers altérés étaient liés aux gardes de nuit. Ces gardes étaient assurés par une équipe réduite, et la plupart des médecins seniors, y compris le Dr Kalu, étaient rarement de service pendant ces heures. Cette révélation a fait réfléchir Amina. Si le Dr Kalu n'était pas là pendant ses gardes, comment pouvait-il en être responsable? Quelque chose ne va pas, a déclaré Amina, alors qu'elle et Chika se penchaient sur les dossiers. Elles ont commencé à recouper les gardes avec les patientes qui étaient tombées enceintes. Un schéma est apparu. Chacune des femmes avait été sous sédatif à un moment donné pendant son séjour, la plupart d'entre elles ayant reçu des doses inhabituellement fortes de somnifères. Mais pourquoi? Plus elles creusaient, plus elles se rendaient compte que quelqu'un manipulait le système hospitalier. Les dossiers de somnifères étaient une autre pièce maîtresse du puzzle. Chacune des femmes avait reçu des sédatifs à des doses supérieures à celles nécessaires à leur traitement. Les registres de médicaments comportaient une signature appartenant à différents membres du personnel, mais quelque chose clochait. Les signatures étaient toutes de styles d'écriture différents, suggérant une contrefaçon. Les infirmières ont fait part de leurs inquiétudes au chef du service de pharmacie, mais elles ont été rapidement écartées. Tout cela est circonstanciel, leur a-t-on dit. Le Dr Kalu fait déjà l'objet d'une enquête. Frustrés et sans soutien institutionnel, Amina et son équipe ont réalisé qu'ils étaient livrés à eux-mêmes. Ils ont décidé de suivre la piste de ce médicament, déterminés à découvrir qui se cachait derrière les dossiers falsifiés. Pendant ce temps, la vie du Dr Kalu continuait de sombrer. Il a dû faire face à des batailles juridiques, à des humiliations publiques et même à des menaces de mort. Malgré ses plaidoyers d'innocence, peu de gens le croyaient. Sa famille l'avait abandonné et ses collègues les plus proches refusaient d'être vus avec lui. Dans ces moments les plus sombres, le Dr Kalu a commencé à se demander si tout était de sa faute. Peut-être que ses flirs avaient franchi une ligne dont il n'avait pas conscience. Il se creusa la tête pour trouver un souvenir qui pourrait expliquer les accusations, mais rien n'avait de sens. Au fond, il savait qu'il était victime d'un coup monté.
Mais par qui? Et pourquoi? Tard dans la nuit, l'infirmière Amina reçut une lettre anonyme dans son casier. La lettre contenait des avertissements énigmatiques sur le fait de creuser trop profondément dans le scandale de la grossesse. Si vous continuez à chercher, vous le regretterez, disait-il d'une écriture irrégulière et griffonnée. La lettre glaça Amina au plus profond d'elle-même, et elle refusa de reculer. Elle la partagea avec Chika, qui devint encore plus convaincue qu'ils étaient sur la piste d'un danger. La même nuit, l'infirmière Tola, l'une des premières à dénoncer le Dr Kalu, s'approcha d'Amina en secret. « Je dois vous dire quelque chose, murmura-t-elle, la voix tremblante. Tola avait déjà porté des accusations contre le Dr Kalu, mais elle admettait maintenant autre chose. Je ne sais pas si c'est vraiment lui. Je me suis sentie obligée de le dire, avoua Tola. L'hôpital voulait quelqu'un à blâmer, et c'était la cible la plus facile. Amina était abasourdie. Si Tola n'en était pas certaine, alors le dossier du Dr Kalu était encore plus faible qu'il ne le pensait. Alors que la campagne du général Okoye contre le Dr Kalu atteignait son apogée, quelque chose le rongeait. Sa femme, Amara, s'était de plus en plus éloignée chaque jour, sa froideur reflétant le fossé qui les séparait. Un soir, après une autre dispute tendue, Amara lui dit quelque chose qui lui glaça le sang. Et si ce n'était pas le Dr Kalu? Et si c'était quelqu'un d'autre? Le général s'était tellement concentré sur la recherche d'une personne à punir qu'il avait négligé la possibilité d'avoir tort. Son orgueil l'avait poussé, mais maintenant, cet orgueil menaçait de détruire son mariage. Autant il lui faisait mal de l'admettre, autant les paroles d'Amara semaient le doute. Aurait-il pu avoir tort depuis le début? Il se le demandait tout en enseignant profondément. Déterminé à prouver une fois pour toutes ce qui se passait réellement, l'infirmière Amina et Chika commencèrent à suivre de plus près les registres des équipes de nuit. Elles surveillèrent les rotations du personnel et vérifièrent 2 fois quels membres du personnel étaient présents lors de chaque admission de patient, et découvrirent quelque chose d'étonnant. Alors qu'ils se tenaient là, le médecin-chef, le Dr Fakunle, s'approcha d'eux avec un sourire et leur demanda d'aller voir les patients. Leur cœur battait fort, alors qu'ils se précipitaient rapidement dans les salles pour voir les patients. L'infirmière Amina et l'infirmière Chika savaient qu'elles devaient être prudentes, sachant à quel point il était dangereux d'enquêter sur une affaire, alors qu'elles savaient que le coupable était toujours en liberté. Ils rencontrèrent l'infirmière Ijoma, qui entrait dans la salle pour voir les patients. Elle avait une façon de faire en sorte que les patients se sentent bien dans leur peau. Les autres infirmières de l'hôpital l'enviaient et voulaient à l'hôpital, l'enviaient et voulaient être comme elle. Et l'infirmière Chika et la rejoignirent rapidement, alors qu'elles vérifiaient tous les patients ensemble. Alors qu'ils poursuivaient leurs tâches, le médecin-chef, le Dr Fakunle, fit venir l'infirmière Amina qui se demandait pourquoi il voulait la voir. Son cœur battait fort, sachant toutes les recherches qu'elle avait faites et toutes les découvertes qu'elle avait faites. Alors que l'infirmière Amina marchait dans le couloir en direction du bureau du Dr Fakunle, son cœur battait fort d'appréhension. Elle avait creusé plus profondément dans le scandale de Rosewood pendant des semaines, et la découverte des dossiers médicaux altérés avait soulevé trop de signaux d'alarme. Le Dr Fakunle était-il au courant de son enquête? Était-elle en danger en recherchant la vérité? Quand elle entra dans son bureau, le Dr Fakunle était assis derrière son bureau, son expression indéchiffrable. Il lui fit signe de s'asseoir, et elle s'assit, essayant de calmer ses nerfs. « Amina, commença-t-il lentement, j'ai entendu dire que vous posiez beaucoup de questions ces derniers temps. Des questions qui sont risquées. » L'infirmière Amina déglutit difficilement. « Je veux juste m'assurer que les patients sont en sécurité, monsieur. » répondit-elle, choisissant soigneusement ses mots. Le Dr Fakunle se pencha en avant, le regard perçant. Il faut comprendre que cet hôpital a une réputation à protéger. Les médias nous ont déjà dépeints sous un mauvais jour à cause de la situation du Dr Kalu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'autres scandales. Mais monsieur, dit prudemment Amina, il y a des incohérences dans les dossiers. Des patients qui ont été mis sous sédatifs à des heures inhabituelles, des dossiers qui ne concordent pas. Je pense qu'il y a plus que le Dr Kalu dans tout ça. Expression du Dr Fakunle s'assombrit. Amina, je sais que tu es bonne dans ton travail, mais parfois, il vaut mieux laisser les choses tranquilles. Pour ton bien. La menace tacite planait dans l'air et Amina sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle savait qu'elle devait faire attention,
mais reculer maintenant n'était pas une option. En quittant son bureau, elle réalisa que le médecin-chef était peut-être plus impliqué qu'elle ne l'avait pensé auparavant. De retour dans les salles, l'infirmière Chika attendait Amina avec anxiété. « Qu'a-t-il dit ?» murmura-t-elle quand Amina revint. « Il m'a mise en garde », dit doucement Amina. « Mais je pense que nous sommes plus proches de la vérité que nous ne le pensons. Le docteur Fakunle sait quelque chose. Nous devons être prudents. » Les deux infirmières décidèrent de poursuivre leur enquête, mais savaient qu'elles devaient agir rapidement avant d'être arrêtées. Elles travaillèrent tard dans la nuit, examinant les registres de médicaments, les dossiers des patients et les rotations de nuit. Finalement, un schéma émergea. Mais ils décidèrent de ne pas tirer de conclusions hâtives, mais plutôt de trouver un moyen d'attraper le coupable en flagrant délit. Pendant ce temps, Amara avait atteint son point de rupture. L'agonie de voir un bébé grandir en elle la remplissait d'effroi, surtout quand elle n'avait aucune idée de la façon dont le bébé était entré en elle en premier lieu. Elle avait attendu 11 ans pour avoir un enfant, mais le sentiment de porter cet enfant lui semblait plus une malédiction qu'une bénédiction. Son mari était déterminé à s'occuper du docteur Kalu, mais Amara avait l'étrange sentiment que le médecin était innocent. Amara ne pouvait plus supporter la tension croissante. Chaque jour, elle sentait les mouvements du bébé en elle, mais son cœur rejetait la joie que la plupart des futures mères ressentiraient. La honte de l'inconnu la hantait, et elle commença à douter de tout ce qu'elle savait autrefois. Alors que son mari, le général Okoye, poursuivait sa croisade contre le docteur Kalu, elle devenait de plus en plus certaine que le véritable coupable n'avait pas encore été trouvé. Un soir, Amara décide de prendre les choses en main. Elle a entendu des rumeurs d'une de ses amies, une autre patiente de Rosewood, qui partageait les mêmes inquiétudes. Ensemble, elles conviennent que quelque chose de plus grave se passe à l'hôpital. Elles ont besoin de réponses. Avec une certaine hésitation, Amara contacte l'infirmière Amina, dont elle a entendu dire qu'elle enquête discrètement sur le mystère. Amina, bien que surprise par l'appel inattendu d'Amara, accepte de la rencontrer en secret. Elles se rencontrent dans un petit café à la périphérie de la ville, où Amara partage ses craintes et ses soupçons. « Je ne crois pas que ce soit le Dr Kalu, dit-elle, la voix tremblante. Il se passe quelque chose de plus sombre dans cet hôpital. Je peux le sentir. » Amina écoute attentivement. Elle sait que les paroles d'Amara ont du poids, d'autant plus que le général a été le fer de lance de la campagne de diffamation contre le Dr Kalu. Si Amara doute maintenant des conclusions de son mari, il y a peut-être plus en jeu qu'elle ne le pense. « Merci d'avoir pris la parole, Madame Okoye, répond Amina. Nous avons découvert une activité suspecte à l'hôpital, et votre témoignage pourrait être la pièce manquante dont nous avons besoin. » Ils ont échangé des informations et Amina a promis de continuer à creuser. Alors qu'Amara partait, une lueur d'espoir a commencé à s'allumer en elle. Un espoir que la vérité serait enfin révélée. Les mois passèrent et la bataille juridique avec le Dr Kalu continua. Le tribunal de l'opinion publique l'avait déjà déclaré coupable, demandant que sa tête soit mise sur une pique. En un clin d'œil, le Dr Kalu perdit tout ce pourquoi il avait travaillé pendant plus de 30 ans. L'infirmière Amina et l'infirmière Chika devinrent de plus en plus inquiètes, sachant que le Dr Kalu était innocent du crime qui lui était reproché. Alors que tout semblait perdu, un jeune garçon et sa mère se dirigèrent vers Amina pour lui révéler ce qu'il avait vu lors d'une nuit fatidique. C'était il y a quelques semaines, lorsque sa mère fut admise à l'hôpital. Le jeune garçon quitta le service de sa mère et flâna dans l'hôpital lorsqu'il vit quelque chose qui le choqua jusqu'aux os. Il a attrapé le coupable, en train de souiller une patiente qui semblait inconsciente. Le jeune garçon a ensuite remis à l'infirmière Amina une montre-bracelet appartenant au coupable, qu'il a récupérée. Sa mère l'a surpris avec la montre-bracelet quelques semaines plus tard, mais il avait trop peur de lui dire ce qu'il avait vu. L'infirmière Amina sentit son cœur s'arrêter un battement alors qu'elle fixait la montre-bracelet dans sa main, son esprit s'emballant. C'était ça, la pause qu'ils attendaient. Elle a ensuite demandé au garçon de décrire qui il avait vu cette nuit-là, et le garçon lui a répondu que c'était une femme, une infirmière, dans son uniforme d'infirmière. L'infirmière Amina se tenait là, confuse. Comment une infirmière peut-elle être la coupable ? Se demanda-t-elle, alors qu'elle commençait à douter du témoignage du petit garçon. La confusion de l'infirmière Amina s'est accentuée alors qu'elle traitait les mots du garçon. Une infirmière ? Cela ne collait pas.
Une infirmière pouvait-elle vraiment être responsable de quelque chose d'aussi sinistre? Elle savait qu'elle devait faire attention. Le garçon était jeune, et bien que son récit fût convaincant, il était possible qu'il ait mal compris ce qu'il avait vu. Mais la montre-bracelet, un élément de preuve tangible, était toujours dans sa main, et c'était l'indice qui pouvait tout démêler. Décidée de vérifier les dires du garçon, Amina commença discrètement à vérifier les registres du personnel de la nuit décrite par le garçon. Elle avait besoin de savoir quelles infirmières étaient de service ce soir-là. Et ce qu'elle vit la choqua jusqu'aux os. « C'est impossible », se dit l'infirmière Amina en jetant un deuxième coup d'œil à la montre-bracelet et en levant les yeux sous le choc. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Les initiales au dos de la montre pointaient vers une infirmière qu'elle n'aurait jamais imaginée capable de faire une chose pareille. Alors qu'elle se tenait là, choquée, l'infirmière Ijeoma, l'infirmière la plus aimée de l'hôpital, passa devant elle en souriant en passant, et l'infirmière Amina cacha rapidement la montre. Le cœur d'infirmière Amina battait fort dans sa poitrine. Les initiales gravées au dos de la montre étaient indubitables. Mais l'infirmière Amina devait être sûre en raison de la gravité de l'accusation. « Je dois utiliser cette montre comme appât », pensa l'infirmière Amina, alors qu'elle gardait la montre dans un endroit où le coupable la trouverait certainement. L'infirmière Chika, à ce moment-là, s'est précipitée dans la salle du personnel avec un dossier à la main. « J'ai trouvé cela dans le sac de l'infirmière Ijeoma », a-t-elle dit, révélant que l'infirmière Ijeoma était la coupable qu'il recherchait. L'infirmière Chika a dit alors que son cœur battait fort dans sa poitrine. L'infirmière Amina n'en croyait pas ses yeux. Les dossiers montraient que l'infirmière Ijeoma était de service les jours où toutes les victimes étaient admises. Ils s'assirent tous les deux sur une chaise près du bureau de l'infirmière Chika, tandis que l'infirmière Amina continuait à parcourir les documents, choquée par ce qu'elle voyait. À ce moment-là, l'infirmière Chika aperçut la montre, la ramassa, souriant joyeusement, et demanda qui avait laissé la montre sur sa table. « Qui l'avait laissée ici ?» demanda-t-elle à l'infirmière Amina, qui pouvait voir à quel point elle était excitée de voir sa montre. L'infirmière Amina savait à ce moment-là que l'infirmière Chika, l'infirmière qui l'avait aidée à enquêter sur l'affaire pendant tous ces mois, était la coupable qu'elle recherchait. « Est-ce votre montre ?» demanda l'infirmière Amina à l'infirmière Chika, qui secoua la tête avec un sourire sur le visage, ne sachant pas que c'était un piège. « Alors, c'est vous que je cherchais ?» L'infirmière Amina confronta l'infirmière Chika, dont le visage changea à cet instant. « J'ai gardé la montre sur votre table comme appât pour savoir si vous étiez vraiment la seule responsable de tout ce qui se passait. » L'infirmière Chika ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. L'infirmière Amina continua ensuite à raconter comment le petit garçon l'avait surprise dans une salle de patients une nuit, en train de souiller un patient sous sédatif. « Qui êtes-vous » l'infirmière Amina demanda l'infirmière Chika, dont le rire malicieux résonna dans la salle du personnel, envoyant un frisson dans la colonne vertébrale de l'infirmière Amina. La transformation du comportement de Chika était surprenante. Sa nature autrefois gentille et serviable s'évapora en un instant, remplacée par un sourire tordu et malveillant. « Vous pensez que vous êtes meilleur que moi, n'est-ce pas ?» cracha l'infirmière Chika, sa voix dégoulinant de venin. « Vous toutes, les femmes, vous vous promenez avec vos corps parfaits, vos vies parfaites, et vous ne vous êtes jamais arrêté une seule fois pour penser à ce que c'est que de naître différent. » Le cœur de l'infirmière Amina s'emballa tandis qu'elle écoutait, son esprit aux prises avec la gravité de la confession qu'elle était sur le point d'entendre. « Je suis née avec des organes masculins et féminins, » commença Chika, sa voix ferme mais teintée d'amertume. « Un hermaphrodite. Mes parents avaient honte de moi. Ils n'en ont jamais parlé à personne, et j'ai grandi dans le secret, prétendant être quelqu'un que je n'étais pas. Sais-tu ce que c'est que de vivre comme ça? De détester ce que tu es? » L'infirmière Amina resta silencieuse, trop choquée pour parler, mais ses yeux étaient fixés sur Chika alors que la vérité éclatait. « J'ai essayé de vivre normalement, » continua Chika, arpentant la pièce comme un animal en cage. « Mais chaque fois que je voyais une femme avec sa vie parfaite, son corps parfait, cela me rappelait ce que je ne pourrais jamais avoir. Je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Je ne pourrais jamais être pleinement une femme ou un homme. Alors, j'ai décidé de prendre le contrôle de ce que je pouvais. » Amina sentit les pièces du puzzle se mettre en place, et une prise de conscience écœurante la submergea.
C'est pour ça que tu as violé ces femmes? Demanda Amina, sa voix à peine un murmure. Chika hocha lentement la tête, un sourire glacial se dessinant sur son visage. Oui, c'était ma façon de reprendre le pouvoir. J'ai choisi ces femmes parce qu'elles étaient vulnérables, tout comme moi autrefois. Mais contrairement à moi, elles n'avaient pas à souffrir. Alors, je les ai fait souffrir. Les larmes coulaient dans les yeux d'Amina en pensant aux femmes innocentes qui avaient été violées, dont la vie avait été brisée par les actes monstrueux de Chika. Mais Amina devait rester forte. Elle avait besoin d'obtenir des aveux complets. « Pourquoi as-tu piégé le Dr Kalu ?» demanda Amina, la voix tremblante. « Pourquoi lui ?» Le sourire de Chika s'élargit. Parce que c'était facile. Il était déjà un séducteur. Personne n'y réfléchirait à deux fois s'il était accusé de quelque chose d'inapproprié. C'était la couverture parfaite. Et j'avais raison, n'est-ce pas? Tout l'hôpital s'est retourné contre lui en un instant. Amina serra les poings, la fureur et le dégoût la submergeant. Les efforts que Chika avait faits pour sa vengeance malsaine et tordue étaient insondables. Tout ce temps, toute cette destruction, parce que tu détestais ce que tu étais? Demanda Amina, la voix brisée par l'émotion. Le visage de Chika s'assombrit. Parce que je détestais ce que vous représentiez tous. Vous aviez ce que je ne pourrais jamais avoir. Alors je l'ai pris. Alors que les mots de Chika persistaient dans l'air, l'infirmière Amina savait qu'elle devait agir vite. Le poids de la révélation était étouffant, mais elle ne pouvait pas laisser Chika s'en tirer comme ça. Lentement, elle attrapa son téléphone, faisant semblant d'ajuster son uniforme. « Tu penses avoir gagné, n'est-ce pas, Amina ?» Chika ricana, sentant ses mouvements. « Mais c'est trop tard. Personne ne te croira plus que moi. J'ai été l'infirmière parfaite. Je t'ai aidé à chaque étape du chemin. Tu n'as aucune preuve réelle, seulement tes soupçons. » Amina croisa le regard de Chika, une détermination d'acier dans ses yeux. « J'ai tout ce dont j'ai besoin, Chika. Tu viens de tout avouer. » Sur ce, Amina appuya sur envoyer sur son téléphone, signalant à l'équipe de sécurité de l'hôpital qu'elle écoutait via un appareil d'enregistrement caché. En quelques instants, la porte s'ouvrit brusquement et 2 agents de sécurité firent irruption, appréhendant Chika avant qu'elle ne puisse réagir. « Tu m'as piégée !» hurla Chika, luttant contre les agents qui la retenaient. « Tu vas le regretter, Amina. Vous allez tous le regretter. » Mais Amina ne broncha pas. Elle se tenait droite, regardant Chika être emmenée menottée, son règne de terreur enfin terminé. La vérité avait éclaté. L'infirmière Chika, une femme torturée par son propre corps et consumée par la haine, était la seule responsable du scandale de grossesse qui avait presque détruit la vie de tant de femmes innocentes. Alors que l'infirmière Amina se tenait là, secouée, elle savait que les cicatrices de ce sombre chapitre de l'histoire de l'hôpital Rosewood persisteraient très longtemps. Lorsque la vérité éclata, le Dr Kalu fut disculpé, son nom lavé de tout acte répréhensible. Bien que sa réputation ait été gravement entachée, il fut soulagé d'être enfin libéré des accusations qui avaient presque détruit sa vie. Le général Okoye, profondément désolé d'avoir accusé à tort le Dr Kalu, s'excusa publiquement pour ses torts. Sa femme, Amara, pleura en apprenant tout ce qui s'était passé. Elle était hantée par l'idée de porter un enfant conçu à la suite d'une violation aussi horrible. La révélation que l'infirmière Chika, consumée par son tourment intérieur, était responsable de l'agression, laissa Amara et son mari face à une décision difficile à prendre concernant l'enfant à naître. Le général Okoye était déchiré. Sa formation militaire lui avait appris à rechercher la justice à tout prix. Et bien qu'il ait poursuivi le Dr Kalu avec une détermination impitoyable, la vérité sur les actes de l'infirmière Chika l'avait amené à un carrefour. Comment pouvait-il aimer un enfant conçu d'une manière aussi horrible? Pourtant, en même temps, il ne pouvait se résoudre à plaider pour l'interruption de la grossesse. Le bébé était innocent, victime de la cruauté de Chika, tout comme sa femme. Amara était tout aussi déchirée. Pendant des années, elle avait désiré un enfant, et maintenant, après 11 ans d'attente, elle était enceinte. Mais les circonstances de la grossesse la remplissaient d'effroi. Chaque coup de pied, chaque mouvement du bébé en elle, lui rappelait le viol qu'elle avait subi. Elle ne savait pas si elle pourrait élever cet enfant sans être hantée par la façon dont il était né. Le couple a demandé conseil à leurs amis les plus proches et à un pasteur de famille de confiance qui les a exhortés à réfléchir attentivement à leur décision. Le pasteur leur a rappelé que l'enfant n'avait rien à voir avec les crimes de Chika, et que la vie
quelle que soit la façon dont elle avait commencé, était un cadeau. Il les a encouragés à envisager le pardon, à la fois pour eux-mêmes et pour la vie innocente qui grandissait en Amara. Après de nombreuses nuits blanches et de longues conversations émouvantes, Amara et le général ont finalement pris leur décision. Ils garderaient le bébé, mais ce ne serait pas facile. Ils ont décidé de quitter la ville, laissant derrière eux le scandale et l'attention des médias qui les avaient tourmentés pendant des mois. Ils avaient besoin d'un nouveau départ, loin des murmures et des regards critiques. Dans leur nouvelle maison, loin de l'hôpital Rosewood et des souvenirs douloureux qui y étaient associés, Amara a donné naissance à un petit garçon en bonne santé. Malgré les défis émotionnels, au moment où elle l'a tenu dans ses bras, quelque chose en elle a changé. Elle n'a pas vu le produit d'une violation, mais une vie méritant amour et soin. Le bébé était innocent et dans ses grands yeux brillants, elle a trouvé une lueur d'espoir. Pour le général Okoye, le voyage a été plus difficile. Au début, il a eu du mal à créer des liens avec l'enfant. Le poids du scandale et la trahison de ceux en qui il avait confiance pesant sur lui. Mais au fil du temps, lui aussi a commencé à voir le garçon comme le sien. Un symbole de résilience face à des circonstances indescriptibles. Ensemble, ils l'ont appelé Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Un témoignage de la force et de la foi qui les ont portés à travers la période la plus sombre de leur vie. En Emmanuel, ils ont trouvé un nouveau but. Une chance de guérir, d'aller de l'avant et de reconstruire leur famille. Bien que les cicatrices de ce qui s'était passé à Rosewood ne s'effaceraient jamais complètement, les Okoye ont appris à vivre avec elle. Leur histoire est devenue une histoire de rédemption et de résilience, un témoignage du pouvoir de l'amour et du pardon, même face à une douleur inimaginable. La leçon à tirer de cette histoire est que nous devons toujours être attentifs à nos actions et à notre réputation, car c'est comme une odeur qui nous suit partout où nous allons. Efforcez-vous toujours de vivre correctement, car cela vous évitera des problèmes indésirables dans la vie. Il est également important de rechercher la vérité et d'éviter d'accuser une personne à tort, car de fausses accusations peuvent causer des dommages irréparables à la vie d'une personne. C'est pourquoi la Bible nous enseigne à ne pas porter de faux témoignages contre nos voisins. De plus, l'histoire nous enseigne l'importance de rechercher la repentance lorsque l'on a tort, et aussi l'importance de pardonner aux autres lorsqu'ils nous font du tort. Rappelez-vous toujours que s'accrocher à l'amertume ou à la colère ne peut que perpétuer la douleur, tandis que le pardon favorise la guérison et la croissance. Soyez bons les uns envers les autres, tendres de cœur, pardonnant les uns aux autres, comme Dieu en Christ vous a pardonné. Enfin et surtout, rappelez-vous toujours que chaque vie est précieuse, quelles que soient les circonstances de sa conception. J'espère que vous avez apprécié l'histoire.